rouler fenêtre ouverte, musique à fond après une nuit blanche, et se sentir libre comme l'air. Mais si je tombe, qui viendra me rattraper? Une compagnie d'assurance? L'État? À Berlin, il semble parfois aux abonnés absents. Combien de liberté me faut-il au juste et combien de sécurité? Dois-je m'en remettre entièrement à l'État pour qu'il me protège? Ou bien me battre pour avoir le droit de prendre autant de risques que je veux? Je m'appelle Jonas, j'approche de la trentaine et comme beaucoup de gens de mon âge, je ne sais pas très bien où je vais. Je m'interroge sur ma façon de vivre, sur mes valeurs. J'ai envie de rencontrer des gens qui en savent plus que moi. Et si j'avais un ange gardien? Quelqu'un pour veiller sur moi en permanence et être garant de ma liberté. Il faut s'imaginer que souvent, il y a des paparazzis de tous les côtés et que c'est la bousculade. Nous, on entoure la personne à protéger. On décide avec elle à l'avance si elle accepte de signer des autographes ou pas. Si elle préfère rentrer au plus vite, sans être embêtée, on ouvre un passage et on maintient les gens à distance. En cas de menace, il faut réagir très vite. Dans la voiture. Allez, allez. Il y a un minibar dans la voiture au moins? Non, malheureusement, pas dans celle-là. Oh, tant pis, dommage. En quoi consiste ton métier exactement? Tu es là pour assurer la sécurité de quelqu'un, d'accord. Mais dans quel cadre? Et dans quelles conditions? La demande de protection nous arrive par téléphone. Ensuite, ça dépend largement de la personne à protéger. Est-ce qu'elle va nous faciliter la tâche ou la compliquer? S'il y a par exemple un programme à respecter, qu'on a retenu un itinéraire en voiture parce que notre client est attendu ici ou là, mais qu'au dernier moment il change d'avis, qu'il se dit non... Qu'il vous demande de faire un détour par un fast-food? Oui, par exemple. Ça peut être plein de choses. Mais là, si ça ne nous plaît pas parce que ça représente un danger trop élevé pour cette personne, nous refusons catégoriquement. Merci bien. Je t'en prie. Nous y voilà. C'est une joaillerie. Dans ce genre de situation, un collègue reste à l'extérieur pour surveiller, sans jamais perdre de vue l'entrée de la boutique. C'est le plus important. Tu assures souvent la protection de personnes. À quelle part de liberté tes clients sont-ils prêts à renoncer pour se sentir en sécurité? Dans leur grande majorité, nos clients renoncent presque totalement à leur liberté. Disons plutôt qu'ils nous la confient. Je m'imagine pas vivre comme ça. Ça me ferait vraiment trop bizarre. Parce qu'on n'a plus aucune intimité, on a toujours quelqu'un sur son dos. Oui, mais sans nous, ces personnes ne seraient pas plus libres pour autant. Elles seraient peut-être forcées de rester cloîtrées chez elles sans jamais sortir. Notre présence leur offre tout de même une certaine liberté. Je n'ai pas de garde du corps, mais pas non plus une horde de paparazzi à mes trousses. Je peux me promener à ma guise, comme n'importe qui. Je retrouve Christian. Il est philosophe et a étudié le libéralisme. La liberté, comme celle de traîner dans cet aéroport désaffecté, nous semble aller de soi. Mais serait-ce le cas s'il n'y avait pas d'État pour la garantir? Dans notre Constitution et dans d'autres textes, la liberté est un droit reconnu et bien ancré. Et pourtant, beaucoup de gens ont le sentiment de ne pas être tout à fait libres, d'être comme corsetés. Comment expliquer ce phénomène? Imaginons qu'il n'y ait plus d'État, qu'on vive dans l'anarchie. Cela signifierait que tout le monde peut faire ce qu'il veut, sans être limité et soumis au respect de la loi. Mais quelles en seraient les conséquences? De nombreux penseurs influents, notamment Thomas Hobbes et John Locke, sont arrivés à la conclusion qu'il n'en ressortirait rien de bon.
Cette situation d'anarchie et de non-droit engendrerait une tyrannie des plus forts sur les plus faibles, selon la formule de Karl Popper, un autre grand philosophe libéral. L'existence d'un État est donc nécessaire, non pas pour restreindre notre liberté, mais pour la garantir à chacun. Mais qu'en est-il vraiment dans le monde actuel, avec la menace terroriste et les mesures sécuritaires décrétées par les gouvernements? Ce que l'État fait, c'est renforcer les contrôles d'identité, assouplir la loi sur la protection des données. C'est bien une façon de restreindre la liberté sous couvert de vouloir la protéger. Comment comprendre cela? Et est-ce justifiable? Si l'État intervient au nom de la liberté, il faut en premier lieu se demander si la menace invoquée est bien réelle. Ensuite, on doit s'interroger, est-ce que les mesures adoptées sont vraiment utiles contre cette menace? Et enfin, ai-je la possibilité d'approuver ou de refuser ces mesures? D'un point de vue libéral, il n'est pas acceptable que l'État passe en force, qu'il promulgue en rafale plusieurs lois, et qu'au prétexte de la sécurité, on fasse fi de tout le reste. Si ce genre de choses a lieu alors que les citoyens n'approuvent pas, c'est éminemment critiquable, bien sûr. Mais si les mesures adoptées répondent à la volonté de la population, alors selon une perspective libérale, c'est moins répréhensible. Mais cette notion de l'État grand dépositaire de la liberté, est-ce que ce ne serait pas une vaste blague? Parce que ça n'existe pas dans les faits. Imaginons qu'un mouvement populiste ou extrémiste remporte la majorité des voix et gagne je ne sais quelle élection. Il agira alors en toute légalité. Et du coup, même si tu y es opposé, tu ne pourras rien y faire. Le principe de base du libéralisme, c'est de s'opposer à la loi du plus fort. Il s'agit de sortir de l'état de nature où les forts dominent les faibles. Mais s'il advient qu'une démocratie, à la faveur de certains processus de décision, permette que les plus forts, à savoir la majorité, oppriment les plus faibles, à savoir la minorité, là encore, le libéralisme considère que ce n'est plus acceptable. Voilà pourquoi il est nécessaire d'avoir des constitutions bien ficelées et un système politique bien structuré, de sorte à pouvoir empêcher à temps une telle dérive. Si on y pense, notre génération est bien plus libre que celle qui nous ont précédés. On parle de génération low cost, puisqu'on peut s'envoler pour Barcelone sur un coup de tête pour 29 €. Mais beaucoup de jeunes se sentent malgré tout comme pris dans un carcan. Comment expliquer ça? C'est difficile à expliquer. D'un côté, à notre âge, le champ des possibles est immense. Mais de l'autre, s'il y a trop de trous dans notre CV, qu'on n'a pas les bons diplômes ni d'expérience professionnelle à l'étranger, on se retrouve rapidement hors circuit. Le problème, c'est que le culte de la performance entrave notre liberté. Alain Ehrenberg, un sociologue français, a écrit un livre sur le sujet, intitulé « La fatigue d'être soi ». Il explique que beaucoup de jeunes de notre génération, justement, font une dépression et connaissent une véritable crise du quart de vie, parce que cette liberté dont ils disposent devient un poids. Ce n'est plus un cadeau qui nous est donné. On ne se dit pas « est-ce que je veux ces fleurs ou celles-là ?» On nous tend les bouquets en disant « fais le bon choix, et vite, et sois le meilleur !» Dans quelle mesure la liberté est-elle une illusion? Après tout, il y aura toujours un appareil d'État, ou bien encore nos gènes, notre éducation ou des tendances sociétales pour nous influencer et nous pousser dans une certaine direction. Mais nous sommes libres de nos décisions. L'homme est même condamné à être libre, comme l'a dit Jean-Paul Sartre. C'est une liberté absolument fondamentale à laquelle on ne peut pas échapper. Même si on est en prison, on reste libre de réagir de telle ou telle façon à cet état de choses. On peut renoncer ou bien garder espoir, se morfondre ou bien continuer à se battre, même si dans l'absolu, on ne peut pas échapper à la détention. C'est une dimension existentielle de la liberté qu'on ne peut pas nous enlever.
Je comprends bien ce que tu dis en théorie, mais j'ai comme l'impression que dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Prenons l'exemple de mon ancien entraîneur de foot. Il n'a pu accepter sa transsexualité qu'après la mort de ses parents. Alors, très rapidement, Thomas est devenu Michel. Je crois qu'il y a beaucoup de facteurs qui nous retiennent, qui nous freinent. Est-ce qu'il y a une théorie ou est-ce que tu as une explication plus concrète à ça? Évidemment, dans les domaines où la loi ne s'applique pas, il existe quand même des normes sociales. Et nous sommes de surcroît confrontés à des attentes sociétales. John Stuart Mill en a fait le constat il y a plusieurs siècles. C'est justement dans les sociétés très libérales, où les lois posent peu de limites, qu'émerge rapidement une pression de la société. Il était d'avis qu'échapper à cette pression sociale, que s'en émanciper, donc se libérer, pouvait être plus difficile à accomplir que se libérer de contraintes plus tangibles, plus visibles. Parce qu'en définitive, c'est une tyrannie qui s'exerce non pas sur le corps, mais sur l'âme, ainsi qu'il l'a exprimé. La liberté est vue comme un bien précieux et beaucoup tiennent mordicus à la leur, au point de refuser toute attache, de toujours garder une distance aux choses. Mais si on se comporte comme ça, on s'exclut pas un peu soi-même? Si, j'en suis convaincu. Dans cette situation, on croit à tort qu'on ne peut être véritablement libre qu'avec le moins d'attaches possible. Mais en réalité, on s'épanouit souvent beaucoup grâce aux liens qu'on a noués. Créer du lien, c'est aussi une expression de notre liberté. Si je m'en tenais toujours aux règles, la vie serait bien ennuyeuse. Faire du skate au milieu de la chaussée, c'est plus fun. Mais Christian a-t-il raison? L'État doit-il poser des limites aux libertés individuelles afin de garantir la liberté de tous? Si on suit le libéralisme, ce n'est pas du ressort de l'État de déterminer quels risques je peux prendre dans ma vie privée. Là, c'est à moi d'en décider. Bonjour, en quoi puis-je vous aider? J'aimerais avoir plus d'informations au sujet des assurances en général. Bien sûr, allez voir mon collègue droit devant. Super, merci. À votre service. Bonjour. Roman Balvans. Jonas, bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Oh, merci. Quelque chose à boire? Oui, volontiers. Un café, un verre d'eau. Madame Herman, pourriez-vous apporter un café et de l'eau? Noir, le café? Oui. Un café noir, je vous prie. Je voudrais me renseigner sur les assurances. De quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui est utile? Qu'est-ce que vous faites comme métier? C'est une bonne question. Ok, bon. Vous devriez penser à vous assurer contre une invalidité professionnelle. Si vous avez des enfants... J'en ai sûrement ici ou là, mais j'ai pas de contact avec eux. D'accord. Mais peut-être qu'ils vous demanderont des comptes une fois adultes, s'ils ont un bon avocat. Non, je rigole. Autre exemple, la machine à laver qui déborde, qui provoque un court-circuit et un incendie. J'ai ça là. On peut faire le calcul pour vous et vous proposer un forfait global très avantageux. Chez nous, on vous accompagne tout du long. Si je prends exemple sur les jeunes de ma génération, j'ai l'impression qu'ils évitent toute contrainte, que plus personne ne s'achète de voiture. Tout le monde circule à vélo, se veut indépendant, tout ça. Est-ce que les gens souscrivent moins d'assurance parce que ce n'est pas cool? D'après mon expérience, les gens s'inquiètent surtout pour leur retraite à venir. Vraiment? Moi, quand je sors dans un bar ou ailleurs, j'entends les gens parler de drogue et de vacances, mais pas de leur retraite. Peut-être, mais vieillir dans la misère est une inquiétude fréquente. Donc les gens font semblant d'être cool et insouciants, alors qu'en vrai, ils sont morts de trouille et s'assurent vite contre tout et n'importe quoi. Oui, enfin, ça va aussi dépendre du courtier qui les conseille. Ok, que diriez-vous à quelqu'un de mon âge, autour de la trentaine? Quel est le bon ratio entre sécurité et liberté? Comment le trouver?
De mon point de vue, il faut assez de sécurité via les assurances pour avoir encore assez de liberté. Ça ne rime à rien d'être assuré contre tout si ensuite vous ne profitez plus de votre liberté parce que vous n'avez plus un sou pour vous offrir un skateboard ou un café. Il faut trouver un rapport équilibré entre liberté et sécurité. Et si je veux un café, je peux toujours venir vous demander conseil. Mais oui, avec plaisir. Je vous laisse ma carte. Bonne continuation et soyez prudent avec le skate. Vous n'êtes pas encore assuré. Bonne journée. Vous aussi. S'assurer contre un simple dégât des eaux, c'est facile. Mais qu'en est-il des risques pour notre vie? Quand je repense aux images des journaux télévisés, c'est la bouffée d'angoisse. Un attentat peut avoir lieu à tout moment, dans le métro ou au stade de foot. L'État installe des caméras de surveillance et collecte nos données, soi-disant pour notre sécurité. Cela dérange la plupart des gens de mon entourage. Faut-il s'en accommoder? Renoncer à notre vie privée, à la liberté sur le net, est-ce le prix à payer pour plus de sécurité? J'ai prévu de faire un tour en bateau avec Géraldine, une amie activiste du net. Peut-être saura-t-elle quoi répondre. Salut, ça va? Salut. Tu vas bien? Oui, super. Tant mieux. Ok. Bonjour. Géraldine se bat pour un Internet plus libre et plus transparent, pour les droits de l'homme à l'âge du numérique. Heureusement, pour une balade en bateau, il n'y a pas encore de contrôle de sécurité. Tu veux prendre un verre? Une Berliner Weisse? Ouais, c'est trop sucré, c'est pas mon truc. Servez, madame, d'abord. Merci. Dis-moi, c'est quoi la liberté pour toi? La liberté, c'est des choses toutes simples. Pouvoir rentrer seul à vélo la nuit sans avoir peur. Pouvoir boire l'eau du robinet. Être libre, pour moi, c'est vivre dans une société qui me permet de mener ma vie comme je l'entends. Ouais, d'accord. De toute façon, je suis opposée aux frontières et à ce concept d'État-nation. Au fait d'opposer les gens et de nous imposer un mode de vie. Je continue à espérer que ces notions finiront par disparaître, qu'elles ne seront plus remises sur le tapis sans arrêt. Malheureusement, aujourd'hui, avec la nouvelle vague d'extrême droite en Europe, c'est plutôt l'inverse qui se produit. On passe devant les institutions gouvernementales. À ton avis, ils sont en train de faire quoi là-dedans? Ils tentent de renforcer notre sécurité aux dépens de notre liberté? C'est vrai que ces dernières années, et plus encore ces derniers mois, je m'inquiète beaucoup face aux tentatives du monde politique de restreindre les libertés publiques. L'obligation de conserver les données personnelles en est un exemple. Les hommes politiques nous rabâchent que collecter plus de données, c'est assurer une meilleure sécurité. Mais de nombreuses études montrent que c'est faux, dont celle très complète menée par l'Institut Max Planck en 2010. L'État prétend vouloir remédier aux failles de nos services de sécurité. Mais ce n'est pas en collectant un volume monstrueux de données qu'il y parviendra. Pourtant, c'est déjà le cas, non? Aujourd'hui, c'est devenu on ne peut plus banal de dévoiler sa vie sur Internet, de partager son quotidien en postant des photos, des vidéos, en indiquant où on se trouve. Puisqu'on rend déjà tout public, on s'en fout, non? Non, sûrement pas. Parce qu'on parle là de deux choses tout à fait différentes, mais que l'on confond souvent. D'un côté, il y a le droit civil au respect de la vie privée. De l'autre, il y a l'usage personnel et culturel que tu choisis de faire de ta vie privée et de tes données personnelles. Même si tu décides de vivre une vie connectée, de partager tes informations personnelles sur des réseaux sociaux, ça ne signifie pas que tu renonces à ton droit civil d'avoir une vie privée. Et ce n'est pas pour autant que l'État a le droit de connaître tes choix et tes opinions. Il y a un autre sujet très actuel, c'est le sentiment d'insécurité. Les gens se demandent s'ils peuvent encore sortir dans tel ou tel endroit.
On ne parle que de ça, alors qu'au quotidien, que ce soit en voiture, à vélo ou quand on prend une cuite, on se place nous-mêmes dans des situations bien plus risquées. Oui, ou avec le climat. C'est dû en grande partie à la politique de la peur qui est pratiquée, alors qu'on a plus de risques de mourir d'une intoxication aux champignons que d'une attaque terroriste. C'est vrai, le nombre d'attentats et de victimes a augmenté dans le monde. Mais ça touche principalement des régions hors d'Europe, surtout le Proche-Orient. Et 80% des victimes d'attentats sont des musulmans. Statistiquement, il y avait bien plus d'attentats et de morts avant en Europe, comme en Allemagne avec la fraction armée rouge ou pendant le conflit nord-irlandais. J'ai vécu une partie de mon adolescence en Grande-Bretagne. Vous deviez moins vous en rendre compte ici, mais il y avait des attentats à la voiture piégée tous les jours. Je crois surtout que la différence essentielle, c'est que la menace venait de l'intérieur, de notre propre société. Alors qu'aujourd'hui, c'est la peur de l'inconnu qui joue. Elle est encore très prégnante chez beaucoup de gens. Midi pile dans le Brandebourg. À une petite heure de Berlin, l'Arras campagne et la frontière avec la Pologne. Qu'arriverait-il si l'État laissait la population livrée à elle-même? C'est le rêve de nombreux Berlinois, mais les gens du coin ne sont pas du même avis. J'ai rendez-vous avec Eileen. Avec d'autres habitants de son village, elle a mis en place une surveillance de voisinage. Chaque soir, ces justiciers autodésignés patrouillent dans les rues, jugeant que l'État n'assure plus une sécurité suffisante. Eileen? Bonjour. Bonjour, je suis Jonas. Eileen, enchantée. Tu as carrément le gilet fluo et tout. Bien sûr. Tu attends depuis longtemps? Non, pas de problème. Depuis quand vous faites ces patrouilles? Officiellement, depuis début 2014. Et pourquoi avez-vous décidé de faire ça? Parce qu'ici, à Küstrin-Kiez, il y a environ 800 habitants et qu'on a compté jusqu'à 140 cambriolages. Comment ça, en un an? Oui, en un an. Ça ne semble peut-être pas énorme, mais Quand même. par rapport au nombre d'habitants, c'est beaucoup. Et on en a déduit qu'apparemment, la police ne pouvait pas grand-chose pour nous. Lorsque la présence policière a diminué dans la région, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit que c'était cool de vivre comme ça, sans contrôle, donc un peu comme au Far West? Tu peux faire ce que tu veux, comme prendre ta mobilette ou ta voiture après avoir bu. Non, Ah non? ça ne m'intéresse pas de faire ça. Bon, c'est mes souvenirs d'adolescent à la campagne qui remontent. Ici, on voit que la clôture a été cisaillée. C'est assez récent d'ailleurs. Et quand vous remarquez ce genre de choses, vous faites quoi? On patrouille plus souvent dans les environs. Lors de nos rondes, on surveille cet endroit et on le signale à la police, puisque seule la police peut interpeller quelqu'un, pas nous. Même si on prend les cambrioleurs en flagrant délit, on ne peut rien faire. Des choses de valeur ont été volées? On nous a déjà volé des machines agricoles qui sont parties en Pologne. Je crois que c'était ça le plus gros. Sinon, c'est plutôt des tracteurs tondeuses, des brouettes, des vélos. Un jour, on a attrapé un homme, manifestement un voleur de vélo, qui nous a même proposé de nous rendre le vélo en échange de 20 €. Sunday, you walk home. You know it's time to be. C'est le fameux pont, c'est ça? Oui, c'est la ligne de chemin de fer par laquelle les voleurs s'enfuient. On n'est pas les premiers à passer. Non, même si c'est difficile. Je voudrais pas passer par là avec les bras chargés. C'est un bel endroit. Oui, c'est joli, hein. Ouais, Sauf que c'est par là qu'ils fichent le camp. ouais.
Est-ce que tu penses que dans l'absolu, disons pour une certaine idée de l'Europe, c'est une bonne chose d'avoir moins de frontières? Selon moi, une frontière n'a pas à être liée à l'Europe. C'est une mesure de sécurité comme une autre, pour chaque côté, parce qu'il ne faut pas voir les choses seulement en tant qu'Allemand. Une frontière, quelle qu'elle soit, bénéficie aux deux pays. Si ça ne tenait qu'à moi, ils pourraient réintroduire les contrôles à la frontière, parce que ça ne me gênerait pas de montrer mes papiers. Qu'est-ce que la liberté pour toi? Qu'est-ce que la liberté pour moi? Pouvoir enfin rester chez moi en sachant que la police fait son boulot à l'extérieur. Me sentir en sécurité, pouvoir me déplacer librement et me coucher le soir en sachant qu'il y a des gens qui veillent sur nos biens, comme ça devrait être le cas. Mon plus grand souhait est de sacrifier moins de temps libre à cette surveillance. Après 3 ans à patrouiller, c'est pas trop demandé. Selon moi, l'ouverture des frontières est une bonne chose, un symbole de confiance, un signe que la liberté peut être plus forte que la peur. Mais je comprends aussi, Aileen, si ma sécurité immédiate est menacée, je veux être protégé, que ce soit par un garde du corps, des voisins vigilants ou l'État. Selon la philosophie libérale, je ne peux être libre que s'il existe une institution garantissant mes droits fondamentaux, et que ce n'est pas la loi du plus fort qui prime. Être libre m'a toujours paru évident, mais peut-être que ça ne l'est pas. Et peut-être que le principal danger ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, de cette peur qui nous assaille. L'essentiel, c'est qu'on ne nous impose ni la liberté, ni la sécurité. Et pour pouvoir choisir entre les deux, il nous faut d'abord la liberté intérieure.